ça peut aussi, j'ai l'impression, avoir un impact. Ah oui, c'est… OK. Oui. J'ai eu un pop-up, désolé. Et donc voilà, à mon avis, ça peut influencer aussi. Alors ensuite, il y a peut-être aussi, enfin voilà, entre une coopérative de travailleurs, une coopérative citoyenne, les travailleurs, ils sont au jour le jour dans l'entreprise, ils connaissent les rouages, ils connaissent tout ce qui s'y passe. Un coopérateur citoyen, il va arriver de manière plus ponctuelle lors des AG ou d'éventuels ateliers et va peut-être moins être au fait enfin, voilà, du fonctionnement de la coopérative. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire là-dessus. Ouvert à la conversation et à rebondir. Alors, il y a une question de Johan de Pouftico Pnoubi, donc aussi une double casquette, qui demande comment faire pour que les AG ne soient pas un rassemblement de moutons qui suivent purement et simplement les propositions. Comment faire en sorte qu'ils puissent se sentir confortables pour critiquer, challenger les propositions? Enfin, moi, ce que je fais chez moi, c'est que ça passe énormément par de la formation et de l'information. C'est-à-dire qu'avant de devenir associé, mais évidemment, ce n'est pas directement applicable dans une coopérative citoyenne, mais les personnes sont formées et ont un accompagnement d'une durée d'une année, notamment sur des questions de type gestion d'entreprise et sur des faits qui se présentent en AG pour qu'ils aient les éléments. Alors, je ne dis pas que la première année, ils sont suffisamment critiques et ont suffisamment de recul que pour faire… aussi bien que ce qui est mis là, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au fil du temps et des années, on voit que les personnes progressent et arrivent petit à petit à vraiment venir avec des idées percutantes ou des choses qui ont une réelle influence. Donc voilà, moi je dirais que la formation ou l'information à tout le moins est une bonne pratique. Peut-être je dirais aussi c'est dans la préparation des AG. Alors, c'est éventuellement passer par des ateliers préparatoires ou des choses qui permettent aux gens de ne pas arriver de but en blanc sur des sujets qu'ils maîtrisent peu, mais de déjà peut-être participer avant à d'autres ateliers s'ils le souhaitent. Je vais rebondir et passer la parole à Quentin, justement, pour peut-être un type de formation qui existe. Je n'ai pas bien compris la question, Estelle. Le son n'est pas très bon. C'est mon son qui n'est pas bon? Ok. Tu peux redire? Je disais justement que Jérôme évoquait le fait d'une possible formation des coopérateurs. Je sais que c'est un créneau qui est actif. Est-ce que, chez SAWB notamment, est-ce que tu souhaiterais rebondir à la réponse de Jérôme? Oui, je peux rebondir dans ce sens-là et dans un autre. Donc, effectivement, former les coopérateurs peut être quelque chose d'intéressant. Les former à ce que c'est une coopérative, parce que je pense que les fondateurs, les membres les plus actifs de la coopérative, ils ont souvent une idée de ce que c'est dès le début. Et s'ils n'en ont pas, très vite, ils apprennent parce qu'ils sont vraiment très actifs. Et puis, c'est vrai que la coopérative grandit dans beaucoup de cas et donc mobilise des personnes qui n'ont pas l'habitude. En fait, on a un petit peu perdu. Il y a une époque où il y avait plus de coopératives, puis il y a eu un peu un déclin. Maintenant, il y a une relance, un renouveau. Mais ce n'est pas si simple que les gens, effectivement, que les citoyens comprennent bien la philosophie, ce qui a existé. Donc, bon, nous, parmi d'autres, je pense, on propose des formations qui permettent de s'y retrouver. Et donc, on a déjà eu des membres fondateurs de coopératives qui participaient à ces formations, mais on peut aussi les adapter au public des coopérateurs plus larges. Donc ça, c'est une piste. Une autre piste aussi, c'est la formation d'ambassadeurs. Ça ressemble un petit peu à ça, mais alors avec un but un peu plus précis, c'est de proposer à ces coopérateurs de devenir ambassadeurs de la coopérative, c'est-à-dire de s'approprier plus fortement le projet et de pouvoir le porter vers l'extérieur. Et donc ça, de nouveau, en partenariat entre une coopérative qui connaît bien évidemment son projet et nous, par exemple, avec SAWB, on peut imaginer
des formations d'ambassadeurs. Pour répondre à la question aussi qui était posée sur les AG, moi je pense qu'il y a aussi un rôle d'animation de ces AG. Donc, en fonction du nombre de personnes, il y a des modalités d'animation de l'AG qui peuvent faire en sorte que finalement il n'y a pas d'espace pour la critique, pour la construction de la part des coopérateurs, ou bien au contraire, tout est mis en place pour la permettre. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être dit. Il y a Tiffany qui souhaitait aussi apporter un élément de réponse à la question de Joanne. Oui, je voulais rapporter des expériences qu'on a eues, nous, lors d'une de nos premières AG. Je pense que c'était l'AG, notre deuxième année. Ouais, il me semble que c'était l'AG de 2016. On a essayé quelque chose qui, en fait, a dérouté les coopérateurs. Mais justement, sur cette question de ne pas être des moutons, on a proposé un budget et un plan financier qui n'avait pas été lui-même validé par… donc nous, on fonctionne avec deux chambres. Il y a la chambre des fondateurs et la chambre des coopérateurs. Et ces deux chambres doivent s'exprimer et le vote est pris dans la majorité de chacune des chambres. Et donc, nous, on est arrivé en AG face à l'ensemble de nos coopérateurs en leur disant que les fondateurs avaient… eux-mêmes des doutes quant au plan financier proposé. Et donc, le débat était réellement ouvert puisque certains membres fondateurs n'acceptaient pas le plan financier qu'on présentait. Alors, ça a certes lancé le débat, mais en fait, ce qui nous est revenu très, très vite, c'est que ce n'était pas envisageable pour les coopérateurs que nous-mêmes, nous n'arrivions pas d'un seul front à défendre une seule et même idée de projet. Et nous, donc, voilà, dans un projet journalistique, le débat a une place très importante, en interne et aussi en externe. Donc voilà, on n'avait pas imaginé que les gens seraient à ce point-là déroutés sur le côté non univoque de notre équipe interne. Alors, on a rectifié ça puisque ce n'était pas une stratégie qui a fonctionné, mais au moins, ils ont compris tout de suite que les discussions étaient ouvertes, qu'ils pouvaient remettre en question des éléments très précis de notre plan financier ou du budget, poser des questions très précises sur nos comptes, etc. Et comme le disait Quentin, en effet, nous, on met toujours en place un espace et un temps assez long pour les débats, les questions-réponses, et on essaye d'être le plus précis possible. Et au fur et à mesure du temps, on s'est quand même rendu compte que les débats s'appauvrissaient parce que, comme on le disait, les coopérateurs n'ont pas toujours une vision très précise de ce qu'on est en train de leur présenter et donc n'ont pas forcément de matière pour rebondir, échanger, débattre, remettre en question. Et donc, maintenant, ce qu'on a mis en place depuis une année ou deux, ce sont des envois trimestriels de data visualisation, des principaux indicateurs qui déterminent la vie de la coopérative. Donc, chez nous, les coûts, les recettes, le capital et également parfois le quota membres, donc membres, abonnés et coopérateurs qui sont deux entités différentes du même projet pour qu'ils se rendent compte, il y a un certain… Enfin, je peux en parler un peu plus tard, mais il y a un tiers des coopérateurs qui est également membre du média, donc qui reçoit le média à la maison, etc. Et donc, mettre ces choses visuellement sous les yeux des coopérateurs leur permet, tout au long de l'année, d'avoir une vision un petit peu plus précise de ce qui compte pour nous dans la vie de la coopérative. Et au moment de l'Assemblée générale, quand on va présenter des comptes, des plans financiers, où on va aborder ces différentes questions de recettes, de coûts, etc., ils pourront s'appuyer sur les data visualisations qu'ils ont vues, nous poser des questions si elles manquaient de clarté ou souligner quelques éléments parce qu'ils ont été rendus plus compréhensibles par l'entremise de l'illustration. Voilà. D'accord. Tu as déjà parlé un petit peu de comment susciter leur intérêt, etc. Et puis, il y a une question un peu plus précise, si tu veux bien continuer, puis je passerai la parole aussi sur un peu pour comprendre un peu dans chacune de vos coopératives, une question qui est un peu récurrente, qui est revenue par plusieurs fois dans les formulaires d'inscription et que je vois ici affichée à l'écran, qui sont un peu sur les droits et obligations des coopérateurs de chacune de vos trois coopératives. Oui. Je me permets 2 secondes avant de te donner la parole. Il y a quelqu'un on entend une chouette enfant derrière, mais pourrait-il couper son micro?
Je ne sais pas qui c'est, donc je ne peux pas le couper manuellement, mais on entend un enfant derrière. Elle vient de le faire parce que moi je la vois et c'est fait. Super, merci. Vas-y, Tiffany. Voilà. Du coup, la question, c'était les droits et les devoirs. Donc, nous, comme on est une coopérative qui réunit beaucoup de personnes, il n'y a pas de devoir. On n'impose rien aux membres coopérateurs ou coopératrices. Par contre, évidemment, les droits sont les mêmes que dans toutes les coopératives, c'est-à-dire qu'on a le droit de s'exprimer aux assemblées générales. Et on a ajouté à cela le fait que notre conseil d'administration n'est constitué que de personnes internes à la coopérative, en partie les membres fondateurs. Donc, 4 personnes qui sont au conseil d'administration sont issues des membres fondateurs et 3 autres personnes sont issues de l'assemblée des coopérateurs. Et donc, ça, c'est un autre droit qui s'ajoute à celui simplement de voter dans les AG, c'est le fait de pouvoir postuler pour être candidat au conseil d'administration. D'ailleurs, Jérôme a siégé à notre conseil d'administration pendant pas mal d'années. Et ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps, à notre plus grand regret. Et donc voilà, ça c'est selon nous un droit qu'on essaie de valoriser, de visibiliser le plus possible pour que les coopérateurs présents, et encore plus ceux qui sont également membres du média et donc qui vraiment sont au contact très fréquent de notre journalisme, saisissent ce droit non seulement d'aller voter, mais aussi d'éventuellement dire « moi, je me sens légitime pour siéger au conseil d'administration de Médor » ou en tout cas, moi, j'estime que ma voix doit être entendue pour élire les personnes qui vont me représenter au sein du conseil d'administration. Voilà, sinon, pas d'autres devoirs nécessaires, pas d'obligation de venir, comme il pourrait y avoir dans des supermarchés coopératifs, pas d'obligation de prester des heures ou d'être ambassadeur pour telle ou telle chose. Il n'y a pas de devoir particulier dans notre coopérative. D'accord. Alors, même question pour Jérôme, avec un ajout supplémentaire qui est « Obligez-vous les travailleurs à être coopérateurs ?» Alors, pour répondre à ta dernière question, on ne peut pas obliger de toute façon légalement, donc, mais c'est fortement encouragé dans le sens où, mais c'est des débats qu'on a encore maintenant et on ne trouve jamais de vraies solutions, donc je suis prêt à écouter vos avis. Mais notre but, c'est de faire une coopérative de travailleurs. Pour nous, la coopérative de travailleurs, c'est une entreprise où ce sont les salariés qui ont le pouvoir de décision. Donc, ça veut dire qu'ils détiennent plus de 50% des voix, sachant qu'on a aussi des coopérateurs qui sont des personnes extérieures qui ont plutôt apporté du capital lorsqu'on en a eu besoin en termes de croissance. Et donc, voilà, moi, je vise toujours à essayer d'avoir au moins 50% de l'AG qui soient des travailleurs. Et donc, la question qui se passe, en effet, on n'oblige pas, mais qu'est-ce qui se passe si un jour, on avait 90% des travailleurs qui ne voulaient pas devenir associés? Est-ce qu'on serait encore une coopérative de travailleurs? Et donc, voilà, donc ça, c'est plutôt des sujets de débat qui reviennent régulièrement, qu'on n'arrive pas à résoudre totalement, ou alors on met des quotas, ou, enfin voilà, mais je n'ai pas de solution vraiment miracle. Je pense qu'il faut, nous, notre manière de le faire, c'est de le faire par l'accompagnement, en suscitant l'envie et en montrant réellement quels sont les droits, justement, mais qui sont là relativement similaires finalement à ce que Tiffany vient d'évoquer. Donc, dans les devoirs, sinon, on n'a pas vraiment de devoirs vraiment obligatoires en tant qu'associé. Bien sûr, on souhaite que les gens participent à l'Assemblée générale, on souhaite que les gens s'impliquent et postulent pour aller au conseil d'administration. Mais sinon, on a peut-être plutôt décliné des devoirs chez nous qui sont plutôt des attitudes attendues et qui sont plutôt de dire, tiens, moi, en tant qu'associé, je parle de l'entreprise, en dehors de l'entreprise, j'en parle autour de moi. On veut s'assurer que la coopérative fonctionne avec ses travailleurs et soit moins dépendante de l'extérieur. Donc, je pense, quand c'est possible pour moi, d'investir aussi dans la coopérative et de faire en sorte que le capital soit constitué par les travailleurs. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la franchise, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment toute une série de choses comme ça, mais qui sont plus
des attitudes attendues qui sont du coup écrites et qui permettent d'être partagées. Et du coup, les personnes savent un petit peu mieux comment se comporter, comment agir. Mais voilà, ce pas des devoirs stricto sensu. Ok, merci. Et donc, même question pour Quentin, mais avec sa casquette champ d'énergie. Quel est le degré d'implication et les droits et obligations des coopérateurs dans l'énergie, la coopérative énergétique? Donc, une coopérative énergétique, c'est une coopérative citoyenne. Dans notre cas, elle est née suite à l'apparition d'un petit groupe de personnes conscientisées, je dirais, et aussi d'un projet éolien. Donc, c'est dans une commune rurale du Namurois où, comme dans beaucoup de communes, un projet éolien était annoncé. Et donc, ces fondateurs, un petit groupe de 5 personnes, se sont dit, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ce projet? Est-ce qu'on peut simplement le subir ou est-ce qu'on peut le modifier? Et donc, ce groupe s'est mis en réflexion et assez vite a constitué une coopérative avec 30 personnes. Donc, le jour de la création, nous étions 30. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée du projet, qui a consisté à racheter en fait une des éoliennes qui était implantée par un grand groupe industriel, hein, comme souvent. Et donc là, l'enjeu a été de maîtriser petit à petit les dimensions techniques du projet, les dimensions juridiques aussi, et financières évidemment, et aussi tout un aspect de mobilisation d'un grand nombre de personnes. Donc de 30, on est passé à 300, puis à 600 et aujourd'hui à 800 coopérateurs qui sont, pour une majorité, qui sont originaires de la commune et des communes avoisinantes. Donc il y a un ancrage local fort. Et puis pour le reste, qui viennent de plus loin. Les droits et obligations, ce sont les mêmes que dans les autres coopératives. Ce qu'on permet, le premier droit, c'est de participer à l'Assemblée générale. Par rapport aux questions qui ont été posées avant, moi je pense que l'importance aussi, c'est que les assemblées générales contiennent un enjeu. Si on convoque une assemblée générale où finalement il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas d'options, il n'y a pas d'enjeu, ça n'attire pas tellement et ça n'incite pas à la participation. Si on pose vraiment une question dont on ne connaît pas la réponse et qu'on arrive à faire en sorte que les coopérateurs présents comprennent, ou même avant, les coopérateurs invités comprennent que l'Assemblée générale est importante, on aura une participation plus grande. Pour prendre un exemple, nous, on s'est posé la question, on devait emprunter 3 millions d'euros pour financer l'éolienne, en réunissant 1 million de fonds propres. Et donc, pour emprunter ces 3 millions, on s'est demandé, mais auprès de quelle banque est-ce qu'on va aller? Et donc, il y a évidemment le conseil d'administration qui avait préparé les choses, mais plusieurs options étaient présentes, et notamment le débat a porté, faut-il privilégier une banque éthique ou pas? Et c'est l'Assemblée générale qui a décidé ce qu'il fallait faire. Donc, il y avait un enjeu fort. Un deuxième droit, c'est de participer au conseil d'administration. Et un troisième, je peux peut-être en parler plus loin, c'est la constitution de groupes de travail. En tout cas, dans notre expérience, ça a joué un grand rôle dans l'implication d'un plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire que participer au CA, c'est quand même un engagement fort qui demande, a priori, les personnes pensent qu'elles doivent avoir des compétences fortes, ce qui est le cas, mais ces compétences ne doivent pas être dans plein de domaines. Je pense qu'un CA, c'est aussi un collectif. Donc, on n'a pas toutes les compétences, mais le collectif les acquiert ou les a. Par contre, dans des groupes de travail, c'est peut-être plus facile à appréhender. On a plus l'impression de pouvoir apporter quelque chose. Et donc, dans la vie de notre coopérative, en tout cas, ça a joué un grand rôle parce que ça a permis de mobiliser un nombre plus important de coopérateurs tout au long de l'année, finalement. Il y a plusieurs questions qui ont été posées lors du formulaire d'inscription. Je pense notamment à une question assez vaste de Mathilde de Caba sur comment créer sa communauté. Et je vois dans le chat qu'il y a effectivement plusieurs questions qui sont un peu liées à ça, qui demandent même s'il y a en plus des idées sur comment créer et développer une communauté, s'il y a des outils qui permettent de l'entretenir et donc d'impliquer les coopérateurs tout le long.
Est-ce que Tiffany, tu te sentirais à l'aise pour répondre à cette question? Alors, je ne sais pas si je me sens à l'aise. Je peux essayer de répondre, sachant que nous, justement, c'est une des difficultés qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on est face à une communauté qui est quand même assez nombreuse et la part étant peu coûteuse, la part est à 20 €, il y a beaucoup de personnes qui ont pris une part en soutien au moment du lancement du projet, dans un objectif de soutenir l'indépendance journalistique et par ce biais la démocratie. Donc, on a beaucoup de gens qui, en fait, ont mis 20 € un jour ou peut-être 40 et ne suivent plus du tout et ne se sont plus du tout impliqués dans le projet. Donc, sur cette idée de faire communauté, je suis pas sûre qu'on soit expert. Mais par contre, moi, ce que j'ai constaté quand même, c'est qu'on arrive, alors c'est une petite proportion, mais c'est quand même assez qualitatif. Sur les 1600 coopérateurs qui ont investi dans Médor, on en a quand même une centaine qui est là, qui suit, qui lit nos mails, qui réagit même avec un petit mot, qui vient aux assemblées générales, qui participe au débat, qui nous envoie des mails en dehors de toute sollicitation de notre part pour nous proposer des idées, etc. Donc, et là, cette communauté s'est un petit peu créée malgré nous. On avait essayé de mettre en place un groupe pendant un moment qu'on a appelé les hamsters de Médor, qui sont ceux qui contribuaient à faire tourner la roue. Et alors là, il y avait une dizaine de coopérateurs motivés, coopérateurs et coopératrices évidemment, motivés, qui étaient là pour savoir comment ils pouvaient nous aider, comment apporter de l'expertise, etc. Et on a vite été confrontés à la difficulté majeure qui était notre propre manque de temps pour encadrer cette communauté naissante. Et donc, voilà, ça s'est un petit peu essoufflé tout seul, simplement parce qu'en interne, on n'a actuellement pas encore une personne qui pourrait prendre cette tâche en charge. Et selon moi, pour créer une communauté, la faire vivre et la rendre comme ça nourrissante, il faut qu'en interne, il y ait une personne qui soit dédiée à la gestion de cette communauté, l'animation de cette communauté. Et voilà. Quand ce n'est pas possible, il y a des petits élans qui émanent de l'un ou l'autre coopérateur, et puis forcément, ça s'éteint après un certain temps. Voilà. Ok. Je ne sais pas si Quentin ou Jérôme veut prendre la parole sur ce sujet précis qui est quand même particulier, effectivement, qui est un métier à part entière d'être animateur de communauté. Mais j'invite tout le monde, s'il y a quelqu'un qui a une expérience à relater, de se signaler dans le chat afin que je lui donne la parole pour qu'il puisse aussi partager sa propre expérience. Quentin, oui, moi je peux peut-être toucher un mot. La raison pour laquelle je me suis inscrit, c'est qu'on relance une coopérative, le Germois des Fontaines, sur Wavre, qui fait partie de Wavre en transition. Et on a une équipe, on a relancé une équipe à 4. Et en fait, on est confronté à la question qui est de faire vivre la notion de coopérative et donc d'arriver à agrandir la communauté, parce qu'on est une coopérative de service, hein, contrairement à une coopérative de production ou de fabrication. On est une coopérative d'entrepreneurs vers entrepreneurs. Et je trouve ça très intéressant, les chiffres que Tiffany a donnés, parce que moi, j'avais déjà des chiffres de la coopérative, la SIACO, qui est même la première coopérative en Belgique, où il y avait, je ne sais plus combien de quantité de coopérateurs, mais qu'en fait, il n'y a quasi personne qui participe. Et c'était plutôt une carte de réduction de publicité pour avoir 5% pour les produits. Et ce n'est pas du tout la même chose que la coopérative du vin du côté de Liège, où les gens vont aller, à un moment donné, récolter les raisins. Et Tiffany, c'est intéressant ton chiffre de 1600 coopérateurs, 100 actifs et 10 qui étaient demandeurs. Nous, on a pour l'instant une trentaine de coopérateurs qui sont en plus des coopérateurs d'avant la première version du Germois des Fontaines, qui était avec un autre état d'esprit, avec un petit bar communautaire, etc. Et dans ces 30, malgré tout ce qu'on fait, les 2 AG qu'on a réalisés, je n'ai pas été surpris parce que je savais déjà que ça allait se passer comme ça. Il n'y a personne qui vient. On reste toujours les mêmes, le petit cercle de pilotage qui sont présents. Et quand il y en a qu'un qui arrive, c'est super génial. Là, on vient de faire une AG la semaine passée avec une seule personne. Et notre problématique, c'est non seulement de refaire, et tout un train de communication, de refaire comprendre aux anciens coopérateurs qu'on est en train de modifier l'état d'esprit de la coopérative avec un autre objet social, pas complètement dénoté, mais la difficulté, c'était après d'agrandir. Et comme moi, je suis coopérateur de 4 coopératifs, mais ça ne m'intéresse pas du tout d'aller à tous leurs trucs multiples et variés. Je sous-traite, je fais confiance à la coopérative
à qui j'ai donné une part, et c'est un peu comme toi, tu as dit, Stéphanie, les gens qui ont mis 25 €, ils veulent soutenir le projet, et puis après, il faut confiance à ceux qui vont le gérer. Mais c'est vrai que c'est difficile, effectivement, de trouver des personnes qui vont être des acteurs, qui vont jouer un rôle, qui vont augmenter la taille et l'état d'esprit de la coopérative existante. Donc, c'est pour ça que je participe un peu à ce workshop. Merci. Voilà. Je suis désolée, j'ai tellement d'écrans ouverts qu'en réalité, je ne sais pas qui a pris la parole, mais merci beaucoup. Il y a Tiffany aussi qui dit qu'elle a oublié une partie de son intervention, donc je la laisse reprendre la parole. Oui, merci. Juste, j'ai oublié un petit détail. Alors, c'est pas un outil magique, mais c'est quelque chose qui est assez chouette pour les coopérateurs eux-mêmes et aussi pour le tout public, pour voilà, des gens qui s'intéresseraient à votre coopérative sans pour autant en être membre. On a mis en place un mur de témoignages en posant la question à nos coopérateurs, tiens, pourquoi est-ce que prendre une part au sein de la coopérative MEDOR vous a paru nécessaire ? Et voilà, et ça a permis, et ce mur de témoignage est toujours ouvert, donc peut être complété à n'importe quel moment, et il est visible sur notre site par n'importe qui. Du coup, ça donne vraiment, je ne sais pas si c'est pertinent que je partage mon écran ou si ça va être plus laborieux qu'autre chose. Voilà, je pense qu'il est facilement trouvable sur le site medor.coop. À mon avis, ce sera plus simple si vous voulez voir. Mais je pense que pour les coopérateurs, sentir qu'ils pouvaient écrire quelque part pourquoi est-ce qu'ils sont entrés dans l'aventure, c'était aussi valorisant pour eux. Et après, les témoignages qui s'accumulent les uns aux autres offrent ce sentiment de communauté. Donc, on fait partie d'un groupe, on y est là avec notre individualité, mais on fait partie d'un groupe qui défend, en fait, fondamentalement les mêmes valeurs. Voilà. Ok, merci. Je vois que Quentin a levé sa main aussi. Oui, un peu à la suite des dernières interventions, moi, je crois qu'il faut se rendre compte aussi que dans une coopérative, les motivations sont très diverses. En fait, une coopérative, enfin, il y a des différences, évidemment, dans une petite coopérative ou une coopérative de travailleurs, mais même dans ce cas-là, je crois qu'il y a des motivations qui sont diverses. Mais quand on atteint un tel chiffre de mobiliser plus de 100 personnes, ben forcément, les raisons pour lesquelles les personnes adhèrent à la coopérative sont multiples et sont différentes. Et donc, on ne peut pas attendre les mêmes choses de tous les coopérateurs. Comme mon prédécesseur vient de le dire, il y a des gens qui sont là pour soutenir. Il y a des gens qui sont là, c'est vrai, parfois aussi avec un peu cette idée de gérer un peu leur épargne et qui ont peut-être alors du coup plus une attention sur est-ce que ça va me procurer un dividende ou pas. Et puis il y a des gens qui sont prêts à donner un coup de main. Il y en a qui sont fortement investis par la problématique à laquelle la coopérative s'attaque. Donc je pense qu'il y a vraiment une diversité. Donc il ne faut pas rêver non plus d'une coopérative dans laquelle tout le monde, d'une seule traite, participerait également. Pour donner des chiffres, puisqu'il y avait des chiffres, moi je faisais un peu le compte, dans notre coopérative on est 800. Moi je dirais qu'il y a 50 personnes qui sont actives, c'est-à-dire qu'elles sont régulièrement là aux AG, etc. Et dans ces 50, il y en a 10 qui sont très actifs, qui sont les membres investis dans le CA. Et c'est vrai aussi avec les groupes de travail, je reviens avec cette idée-là, c'est quand même une manière alors je ne sais pas si ça s'appelle une communauté, mais en tout cas, nous, notre idée, c'était d'élargir le cercle des personnes qui faisaient quelque chose. Et une manière, peut-être une difficulté qu'on a aussi quand on est à la tête d'une coopérative, c'est d'arriver à transmettre aux autres ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à autant d'investissements peut-être que les fondateurs, que les personnes qui sont dans le CA. Et donc, on lance souvent des bouteilles à la mer en disant rejoignez-nous, devenez actifs, etc. Mais ça, c'est trop vague comme message. Il faut vraiment être précis pour dire voilà, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Et donc, ça demande de la part de ceux qui sont en tête de se mettre à la place de ceux qui sont à l'arrière du peloton et de transmettre vraiment des demandes très précises. Et puis alors, c'est un peu une évidence, mais je pense que les personnes recherchent aussi du plaisir dans cette implication. Et donc, la convivialité et les moments collectifs doivent être soignés pour donner aussi du plaisir. Tout le monde n'est pas là pour se sacrifier à la cause, quoi. Voilà. Quentin, juste une petite précision, on est bien d'accord que c'est une coopérative de citoyens où personne n'est rémunéré. Hein.
Donc, dans notre cas, tous les mandats sont gratuits. Il y a juste que depuis quelque temps, on a réussi à créer un emploi à mi-temps. Mais bon, voilà, ça c'est comme d'autres coopératives. C'est une coopérative citoyenne, donc tous les mandats sont gratuits. Mais pour venir compléter le dispositif, avec d'une part, on continue à avoir de l'implication bénévole des coopérateurs et des membres du CA, mais on a aussi professionnalisé en quelque sorte en créant un premier emploi avec une personne qui a été embauchée et qui a un contrat de travail. Mais il est certain que les citoyens, c'est des engagements bénévoles. Il y a une question en fait de Benjamin qui porte un peu sur ça, sur qui est comment gérer et j'imagine comment équilibrer ceux qui sont dans une coopérative avec une implication gratuite et ceux qui sont là avec un travail rémunéré. Je ne sais pas qui de vous trois pourrait répondre à cette question. J'ai pas bien compris la question. Alors, c'est Benjamin qui demande en fait sur comment gérer et j'imagine comment équilibrer ou comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension entre les personnes qui dans une coopérative sont là de façon avec une implication gratuite et ceux qui sont là avec un travail, qui sont là pour travailler, donc qui perçoivent une rémunération. Bah, pas de tension, moi j'ai envie de dire que c'est pas possible. Quand on met des humains ensemble, il y a toujours des tensions. Donc mais qu'est-ce que je pourrais dire sur le sujet? Enfin, encore une fois, je reviens souvent là-dessus, mais c'est parce que pour moi, c'est vraiment ce qui permet de faire avancer les choses, c'est d'être transparent dans la communication, beaucoup d'informations claires, expliquées pour que les gens soient ensemble dans les sujets. Et peut-être une autre chose aussi, enfin, je voyais chez Quentin, Champ d'énergie, où il parlait d'ateliers, enfin de groupes de travail plutôt. Et donc, à son échelle, c'est les groupes de travail citoyens. Médor a essayé avec les hamsters, mais c'est vrai que ça demande une énergie aussi. Et donc, c'est plutôt mais ce travail en amont, en fait. Ce travail en amont avec des personnes justement des différents enfin des différents styles d'implication et du coup essayer de les informer au maximum et éventuellement déjà de les faire participer, d'amender les projets, etc. Et je pense que en général, si les personnes sont de bonne composition, ça se met assez bien. Voilà, je n'ai pas une baguette magique. S'il y a des tensions, ça peut arriver en effet. D'accord. Je vois une question de Pascaline que je n'ai pas éludée, qui en fait pose la même question, mais pour un autre cas particulier qui est le supermarché coopératif, avec une démotivation des membres, j'imagine, d'origine. J'espère qu'elle trouve des réponses ici autour de la table. Et si quelqu'un autour de la table est aussi dans ce cadre particulier des supermarchés coopératifs, je l'invite à se signaler pour lui donner la parole. Et je voudrais aussi attirer l'attention à Pascaline. En table 3, il y a Jean-Philippe d'Agricover qui pourrait peut-être répondre tout à l'heure dans le temps qu'on laisse à la fin de 13h30 à 14h. On va laisser la salle ouverte. Ça lui permettra peut-être de l'interpeller directement à ce sujet. Je vois par rapport à une question de Sylvain qui demande si par rapport aux AG, CA, chambres et autres organes d'échange et de diffusion, sur le fait que tout le monde n'a pas le même degré ou la même facilité à s'exprimer, est-ce qu'il y a des techniques ou des outils, donc des techniques d'animation ou des outils qui peuvent être utilisés? Il parle lui-même de quelque chose que je ne connais pas, WooClap, qui aurait été apprécié et utile. Moi, je lui propose en fait d'ouvrir, s'il est d'accord, son micro pour déjà partager sa propre expérience sur ce sujet et puis je distribuerai la parole. Oui, bonjour. Nous, c'est un cas un peu différent. On n'est pas tout à fait une coopérative. On est une entreprise qui essaie de se libérer un maximum, mais du coup, on s'inspire énormément des modalités des coopératives. Et c'est vrai que là, on avait une discussion qui était particulièrement compliquée puisque c'est celle de retravailler la politique salariale. Donc, c'est quelque chose qui est crispant parce qu'on parle d'argent.
Et voilà, on est 25 et dans les 25, il y a les grandes gueules et puis il y a ceux qui parlent moins, puis il y a ceux qui parlent pas du tout et puis il y a ceux qui répondent même pas quand on leur demande vraiment leur avis. Et WooClap, c'est un petit outil qui permet de faire des questions QCM avec un ou plusieurs choix ou des questions réponses ouvertes, un peu type de ce que Tiffany disait, avec des murs de témoignages qui peuvent être likés, organisés par nombre de likes par rapport à des interventions que des gens ont. Et en préparation de ce truc-là, je me suis inscrit entre le dimanche et le lundi. Le lundi avait lieu la discussion et j'ai un peu découvert l'outil pendant la nuit. Et ça a plutôt bien marché le lundi. Donc, voilà, c'est mon témoignage par rapport à cet outil-là, mais ça reste un outil où tout le monde pouvait interagir vis-à-vis de au travers de son smartphone, ce qui était utile aussi parce que certains n'étaient pas en présentiel avec nous, Covid oblige. Et donc, voilà, c'était assez chouette comme outil, mais il y en a peut-être d'autres aussi, des outils ou des techniques d'animation où quand tout le monde est là, on peut peut-être échanger sans écran interposé. Voilà, c'est un peu ça ma question. Comment faciliter la prise de parole? Ne pas prendre la parole, c'est aussi prendre la responsabilité de se taire et c'est compliqué quand on veut co-construire quelque chose ensemble. Merci. Je veux bien donner des éléments de réponse. Maintenant, je pense que c'est large et c'est pas nécessairement propre aux coopératifs. En tout cas, WooClap, ça marche pas mal. Et je pense qu'il faut peut-être distinguer la question de présentiel ou à distance. À distance, dernièrement, pour une AG, moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Mural. Je peux vous mettre le lien dans le chat. Et que j'ai trouvé vraiment sympa parce que ça m'a vraiment permis de faire des animations où tout le monde a pu s'impliquer dans des sous-groupes, etc. Donc, en gros, c'est un système de post-it en ligne, quoi, on va dire, pour faire très simple, mais c'est assez élaboré. On peut faire des votes, etc. Donc, ça marche vraiment bien. Et alors, sinon, en technique d'animation, il y en a beaucoup, mais souvent, en tout cas, cette division sous groupe, il y a des techniques connues, il y en a peut-être un peu moins connues. Il y a les techniques avec les post-it, il y a les techniques de vote ouvert, élection sans candidat, qui sont sympas. Ce que j'avais fait une fois quand j'étais au CERN-MEDER, d'ailleurs, je me souviens, j'animais en partie avec les fondateurs et j'avais fait un brainstorming silencieux, ce qui était très dur pour des journalistes. C'était assez drôle. Mais donc, là aussi, c'est une technique où on va poser une question et on va demander aux gens d'écrire sur un paperboard sans parler des réponses et se passer le stylo. Et puis, on va demander aux autres, quand on donnait du temps pour souligner les mots importants et pour barrer ceux qui n'ont pas de sens. Et tout ça dans un complet silence pendant 3 fois 10 minutes, on va dire. Et puis après, débriefer tous ensemble. Donc ça, c'est une petite animation que j'aime bien parce que l'aspect silencieux apporte quelque chose et permet peut-être, comme tu disais, pour ceux qui s'expriment moins ou de calmer les grandes gueules et de permettre aux petites gueules de mieux parler, je ne sais pas, en tout cas de s'exprimer. Voilà, il y a sans doute encore plein d'autres techniques que je n'ai pas nécessairement en tête comme ça à brûle-pourpoint, mais je crois que Quentin voulait parler. Oui, il y a Quentin qui veut parler. Oui, effectivement, je crois que la question, elle renvoie à toutes les techniques d'intelligence collective. Pour moi, finalement, ces techniques cherchent à solutionner ce problème. Je rejoins celle que Jérôme a amenée. Peut-être encore une autre, je crois que ça s'appelle la technique du bocal, c'est-à-dire qu'on crée un grand cercle et il y a un plus petit cercle avec 4 chaises. Et donc, ceux qui débattent, ils se déplacent au centre et il y a toujours une chaise qui doit être vide pour pouvoir accueillir quelqu'un. Donc, ça ne permet pas à tout le monde de prendre la parole, mais ça permet de pousser quelqu'un qui resterait trop longtemps à parler, à rejoindre sa place. Parce que si quelqu'un se lève pour prendre la place, il faut que quelqu'un du cercle central quitte le... Donc voilà, voilà, du côté des outils d'intelligence collective, il y a beaucoup de méthodes. Merci Quentin. Et je vois qu'il y en a, oui, le fishbowl, effectivement, c'est l'autre nom, l'autre illusion plutôt. Je vois qu'il y a plein d'outils qui s'échangent de ton côté. C'est chouette parce que la participation est une forme pour maintenir l'implication
des coopérateurs et coopératrices. Merci à tout le monde pour les idées que je vois aussi passer en discussion, en plus des personnes qui ont pris la parole. C'est super, merci. Je voyais Jean-François qui voulait, et Christine, ils sont deux, qui voulaient apporter un témoignage de soutien dans l'intervention de Quentin. Je l'invite à prendre la parole. Oh, il a peut-être rejoint notre table. Ah, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Donc, je suis coopérateur de différentes coopératives, mais impliqué réellement dans aucune. Et j'étais assez d'accord avec Quentin Mortier par rapport à une espèce d'intérêt différent par rapport aux différentes initiatives. Il est vrai que j'ai pris des parts de coopérateurs pour soutenir certains projets simplement. Et je prends l'exemple de Nibo, qui est opérateur maintenant, qui est opérationnel. Je trouvais ça, l'idée très, très intéressante. Et je suis maintenant coopérateur et celui qui est mon opérateur de téléphonie. Mais je ne participe à rien du tout d'autre que ça, par exemple. Newbie, c'est un projet que je suis depuis 2013. Et là, j'ai participé à toute l'Assemblée générale, mais c'est un domaine dans lequel je n'y connais pas grand-chose. Par contre, je trouve que leur effort de vulgarisation dans le vrai bon sens du terme m'a permis d'avoir l'impression, en tout cas, de suivre le projet de façon relativement intelligente et de pouvoir donner mon avis quand on a été demandé. Et là aussi, dans le processus de Newbie, on a été sollicité régulièrement pour avoir des avis sur les grandes options de cette banque. Mais je dirais là aussi, je participe aux assemblées générales avec mes moyens, mais je reconnais que l'information qu'on reçoit me paraît suffisante pour pouvoir avoir une vue assez claire de ce qui est en jeu, sans être moi du tout dans la finance. Et puis, à un niveau plus petit, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, plutôt pour cueillir des témoignages et pour un peu m'inspirer, je fais partie aussi comme coopérateur d'une petite épicerie locale où je donne une après-midi de mon temps en tant que bénévole. Voilà, donc c'est juste l'espèce de système pyramidal où il faut accepter que les gens sont là que pour peut-être soutenir, et c'est déjà bien que les gens soutiennent, et puis que d'autres s'impliquent à différents niveaux. Je ne crois pas que ce serait une illusion de croire que tout le monde va s'impliquer à 100% dans tout ce pourquoi il adhère. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci. On avait aussi reçu par écrit une question d'Esther qui demandait sur quand il n'y a pas une rémunération à la clé ou que le rendement est peu compétitif, comment on peut motiver les coopérateurs et investisseurs. Quentin? Oui, donc la question de comment attirer des coopérateurs, c'est lié à la question qu'on vient de traiter, c'est la diversité des motivations. Donc les motivations sont diverses, donc il faut en être conscient. Il faut peut-être travailler sur les différents atouts que la coopérative détient par rapport à ces motivations. C'est un beau projet, c'est une réponse à un besoin social local, par exemple, une manière originale d'y répondre. Et puis, il peut y avoir aussi l'incitant financier. On est dans une époque favorable à ça, puisque l'épargne, d'habitude, on la place sur un compte d'épargne bancaire qui, pour l'instant, ne rapporte rien du tout. Pour la petite histoire, dans notre coopérative, à une époque, on a dû doubler de taille, on était 300 et il fallait que dans un délai rapproché, on soit 600. Et donc, on avait placé dans l'espace public des grandes bâches publicitaires sur lesquelles on avait écrit jusqu'à 6% de rendement. Et donc, en écrivant ça, on était un petit peu naïf. Nous, on se dit, jusqu'à 6%, on respecte le cadre de l'économie sociale et de l'agrément CNC. Et c'est ce qu'on disait oralement. Quand on était en séance d'information, on expliquait aux gens, on était très clair évidemment là-dessus, c'est que le montant du dividende serait décidé par l'AG. Avant ça, il est décidé par les résultats évidemment de l'entreprise. On avait un plan financier, un business plan, etc. Mais voilà, il faut encore l'atteindre. Et puis, c'est décidé en AG, mais qu'il y a cette contrainte de 6%. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui nous ont rejoints et eux, ils avaient compris qu'il y aurait systématiquement 6% de dividendes. Donc,
par après, évidemment, on a supprimé cette mention de notre promotion parce que ce n'était pas notre but non plus d'attirer des gens sur ce dividende. Et puis, on est loin d'atteindre 6% de dividende. Enfin, cette année, pour la première fois, on distribue 2%. Maintenant, 2%, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant dans le contexte dans lequel on est. Ce ne sont pas des dividendes extraordinaires non plus par rapport à la philosophie et à la volonté d'être une coopérative citoyenne et d'économie sociale. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus se vendre par rapport à d'autres acteurs. Si les gens veulent vraiment faire de l'argent, ben, qu'ils prennent d'autres risques et qu'ils investissent dans des entreprises classiques. Donc, voilà, cette question m'interpellait parce que je pense qu'il faut être clair sur le dividende possible et attendu, mais je pense que ça ne doit pas être le seul argument, évidemment, pour attirer des coopérateurs. Quelqu'un d'autre souhaite réagir? Je pense que c'est un peu différent aussi entre coopérative citoyenne ou pas, dans le sens où quand on fait coopérative citoyenne, c'est plutôt un peu comme un appel public à l'épargne aussi, avec des conditions législatives assez spécifiques, etc. Nous, on est plus dans trouver des personnes autour de nous qui sont sensibles au projet et qui ont envie d'investir avec nous dans ce projet. Et on reste un tout petit nombre de coopérateurs, donc on n'est pas du tout dans la même dynamique. Et c'est clairement pas chez nous cet aspect-là qu'on met en avant quand on veut amener quelqu'un dans la coopérative. On avait aussi une question. On a parlé en fait des pistes pour maintenir l'implication des coopérateurs et coopératrices, mais il y a quelqu'un qui vient avec le côté, en fait, quelles sont les raisons qui peut expliquer la démotivation des coopérateurs, et qui venait avec la question très précise, c'est est-ce qu'il existe une étude qui sait quelles sont ces raisons sur la démotivation? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse claire et nette, mais est-ce que je vous invite à partager si l'un ou l'autre d'entre vous a déjà pris la peine de prendre le temps de savoir pourquoi des coopérateurs ou des coopératrices désinvestissent, de partager un petit peu leur point de vue ou leur expérience. Ça semblerait que je veux bien prendre la parole, mais la question me paraît tellement vaste, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement personnel, c'est tellement propre à chacun, et ça va sans doute faire partie de ce qu'on a dit juste avant. Je suis désolé de faire une réponse de Normand, mais des motivations qui sont là à la base aussi. Donc, mais ça me paraît vraiment très, très large comme question, quoi. Je pense que c'est à voir éventuellement. Enfin, moi, ce que je fais chez moi, vu qu'on n'est pas nombreux, c'est que j'en discute individuellement avec les personnes quand ça se présente. Mais ce n'est pas possible dans une coopérative citoyenne. Donc voilà, je n'ai pas autre chose à ajouter. Quentin, une question pour toi. Comment préserver les énergies bénévoles? On a déjà répondu en partie. Est-ce que tu voulais fournir un élément de réponse supplémentaire? Comment préserver les énergies bénévoles? Moi, je crois que tout est dans l'art de, je l'ai déjà dit, hein, de procurer aussi un certain plaisir à se réunir, à contribuer. La convivialité est importante. Permettre aux personnes aussi de pouvoir participer de manière active, mais aussi de contribuer aux décisions, y compris dans ces groupes de travail. Enfin, nous, en tout cas, on a trouvé c'est assez récent, hein, on a trouvé une bonne formule dans une forme de groupe de travail dans lesquels à chaque fois, il y a un membre du CA qui anime ce groupe de travail. Donc, il y a un rôle d'animateur, je crois aussi. Enfin, je rejoins ce qui a déjà été dit. Il y a l'animation de la communauté, l'animation d'un groupe de travail, l'animation d'une assemblée générale, l'animation du CA. À chaque fois, ce sont des fonctions importantes qui doivent être jouées et qui ne peuvent pas être laissées au hasard, quoi.
donc il faut, je pense, avoir chaque fois des personnes vers lesquelles on se tourne si une difficulté survient, si il y a voilà, il y a, comme dit Jérôme, l'occasion de discuter aussi si on a à un moment donné envie de se désinvestir, ne pas le faire en claquant la porte, mais éventuellement laisser la possibilité de trouver des solutions aux problèmes qui surviennent. Donc, bon, finalement, c'est de la gestion de collectif, hein, c'est de l'animation de collectif principalement. Une coopérative, c'est finalement aussi ça. Donc, voilà, ce n'est pas des réponses très carrées, mais voilà. D'accord. Je vais faire passer la parole à Tiffany. Quand on a préparé le sujet, elle parlait du lien qui peut être maintenu avec les coopérateurs et coopératrices entre les AG. Tu as évoqué le mur de discussion. Est-ce que vous avez, tu as parlé de newsletters. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous permettent de maintenir et de recevoir de leur part des questions et d'autres choses que ce que tu as pu ici parler lors des interventions précédentes? Alors, ça, ce sont les éléments principaux. Sinon, nous, on veille à être particulièrement joignable par mail notamment. Donc, les mails ont toujours une réponse entre 24 et 48 heures. Donc, ça, je pense que les gens qui cherchent à nous contacter se rendent compte très vite qu'on est joignable et qu'on peut répondre à leurs questions, ce qui est sans doute un critère important pour des coopérateurs qui voudraient suivre de plus près. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme autre outil de lien? Non, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Évidemment, il y avait ce groupe des hamsters qu'on essayait de voir régulièrement, mais ça concernait 10 personnes. Je crois qu'on n'essaye pas, d'autant plus, comme je le disais avant, dans la mesure où il n'y a personne qui peut gérer, animer ces communautés de coopérateurs en interne et qu'il y a du temps prévu pour ça. On n'essaye pas de mobiliser 1600 personnes et d'avoir un lien vraiment permanent et fort avec 1600 personnes parce qu'on n'arriverait nous-mêmes pas à suivre. Donc, voilà. On ne surcharge pas nos propres barques, mais en tout cas, pour les personnes qui cherchent à nous contacter, ils se rendent compte assez rapidement qu'on est joignable et nous, on maintient le lien sans être invasif aussi. C'est un peu ça la question, c'est que je pense qu'aucun coopérateur n'est en demande de recevoir des mails toutes les semaines, quoi qu'on a tous autre chose à faire. Et donc voilà, il nous a semblé que l'envoi trimestriel était une bonne manière de maintenir le lien sans pour autant trop s'imposer dans le quotidien des personnes. Et à l'approche de l'AG, au moment où on commence à inviter les gens à postuler pour le CA, alors là, on rapproche les envois et on fait un envoi par mois. Mais on ne va pas faire plus parce qu'on remarque que ça, assez vite, on a des demandes de désinscription au mail de la part de gens qui n'ont pas envie de recevoir trop d'emails. Donc, dans des coopératives citoyennes, moi, je ne pense pas qu'il faille non plus trop sursolliciter les gens. Ils sont là pour diverses raisons et s'ils ne s'impliquent pas plus que ça, c'est qu'ils ont aussi leurs raisons et il ne faut pas aller essayer de les titiller à tout prix parce que ça risque de provoquer la perte d'adhésion plus forte, quoi. Voilà. Ok. Jérôme, je ne suis pas sûre qu'on ait posé cette question-là. Est-ce que l'actionnariat chez vous est ouvert à tous? Est-ce que tout le monde peut devenir coopérateur ou uniquement les travailleurs? On ne t'entend pas. Tu as coupé ton micro, je pense. Oui, pardon, je le coupe pour éviter les bruits. Mais donc c'est ouvert à tous au sein des travailleurs. Évidemment, ce n'est pas ouvert à tous à l'extérieur, puisque notre but, c'est de faire une coopérative de travailleurs. Donc, la coopérative doit être orientée vers ses membres. Nous, les membres, a priori, c'est les travailleurs. Et comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, les autres personnes qui sont associées sont plutôt des personnes qui, du coup, ont amené du capital à un moment donné où on en a besoin pour la croissance de l'entreprise. Finalement, comme vous avez fait avec vos coopératives citoyennes, sauf qu'au lieu d'avoir une multitude, nous, on a peu de coopérateurs. Et donc là, on va plutôt alors demander spécifiquement à des personnes que l'on connaît ou de notre entourage, mais pas complètement ouvert à l'extérieur, quoi.
Et ces coopérateurs, alors ils viennent chercher quoi dans la coopérative d'Amnet? Je pense qu'ils viennent chercher un projet différent. Ils viennent. Alors, faut aussi se mettre dans un contexte. On n'a plus tellement de coopérateurs extérieurs qui arrivent aujourd'hui, parce que la structure financière de l'entreprise ne le demande pas. Et Damnet a 20 ans, je l'ai dit en introduction. Et donc, je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que simplement, on n'a pas ce besoin, et donc on ne va pas le chercher non plus. Voilà. Et toi, Quentin, ce serait peut-être intéressant que tu puisses expliquer aussi, à la base, quand venaient chercher les gens, pourquoi ils sont rentrés dans la barque de la coopérative énergétique. Donc notre origine, elle est à trouver dans un… En fait, la commune avait lancé un conseil consultatif des citoyens dans le domaine de l'énergie. Et donc, dans ce conseil consultatif, se sont retrouvés les habitants qui s'intéressaient à la thématique et qui voulaient participer au processus. Mais très vite, on s'est rendu compte que, en fait, ce processus allait simplement donner des avis et des conseils aux autorités communales, mais sans finalement avoir d'autres pouvoirs que celui-là. Donc, c'est un pouvoir assez faible. Moi, je me suis investi dans ce groupe pour aller voir, parce que la question me préoccupait. Et ce qui m'a marqué, c'était les compétences très, très importantes que les gens avaient. Évidemment, c'était un groupe spécifique, donc les gens étaient venus parce que la question les intéressait. Mais donc, ces personnes avaient des compétences professionnelles, finalement, parce qu'ils étaient dans le secteur. Et alors, avec quelques-uns, pas avec tous, avec quelques-uns de ces membres, on s'est dit, finalement, plutôt que de rester dans ce conseil consultatif, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Et c'est comme ça que l'idée de la coopérative est née. Après, l'étape suivante, ça a été d'élargir le cercle, parce qu'on n'était que 5-6, on ne crée pas une… Enfin, si, c'est possible, mais en tout cas, nous, on avait placé la barre, on s'était dit, il faut absolument qu'on soit plus que 5-6. Donc, on s'était dit, si on arrive à être entre 30 et 50 fondateurs, on y va. Et donc, on a discuté de ça autour de nous. Là, c'est la force de conviction par rapport à un projet original. Le projet original, j'en ai parlé, c'était de transformer un projet éolien en un projet citoyen, un projet éolien industriel en un projet citoyen. Et puis, il y a eu la création. Et puis après, l'enjeu, ça a été de mobiliser plus largement. Au fur et à mesure de l'élargissement, on va chercher des personnes qui ont des motivations peut-être plus faibles, qui sont plus distants par rapport au projet de départ. Et la clé de ça, c'est la communication. C'est comment est-ce qu'on arrive à vendre le projet, à le présenter. Et donc, c'est passé aussi très concrètement par de très nombreuses soirées où on rencontre les personnes potentiellement intéressées et on essaye de les convaincre par la parole et par une présentation. Donc, c'est par la rencontre. On a fait aussi beaucoup de porte-à-porte, aller frapper aux portes des gens pour leur exposer, avoir un contact et les mobiliser. Donc, les motivations, elles sont diverses. Moi, je dirais qu'il y a des gens qui sont intéressés par le projet, par la dimension citoyenne, par la dimension collective. Il y en a d'autres qui sont intéressés par la dimension plus technique, énergie renouvelable, enjeux climatiques, etc. Et puis, il y en a quelques-uns qui peuvent être intéressés aussi par la dimension financière. Tiens, on me propose quelque chose pour mon épargne, pourquoi pas, après vérification, je mets un peu d'argent là-dedans. Donc, voilà un peu il y en a sans doute encore plein d'autres. On n'a pas fait d'enquête non plus auprès de nos coopérateurs pour savoir… on a fait plusieurs enquêtes, mais pas spécifiquement sur cette question-là. Donc, voilà les types de motivations qu'on rencontre, je crois, dans une coopérative comme celle-là. Si je peux, juste Estelle, c'est Stéphanie, donc j'aurais de quoi rebondir sur cette question du porte-à-porte que je trouve intéressante et que nous, on a mis en œuvre au tout début de Médor. Donc, la coopérative a existé 1 an avant le média, puisqu'on avait décidé de ne pas écrire la moindre ligne journalistique avant d'avoir des abonnés. Et donc, on a mis en place ce qu'on a appelé des Médorware.
qui étaient des réunions Tupperware, mais transposées à l'histoire de Médor, où l'idée, c'était de se rendre chez des gens, dans leur salon, et de leur présenter ce qui allait bientôt être un magazine d'investigation. Et en fait, je fais le parallèle. Nous, on cherchait à ce moment-là des abonnés, mais en fait, on a d'abord commencé par aller dans nos propres salons, inviter nos propres copains. Et le deuxième cercle de gens qui a participé à ce mouvement, ce sont les premiers coopérateurs qui, découvrant la naissance d'un projet d'investigation, un média indépendant en Belgique, ont tout de suite pris des parts et puis ont tout de suite proposé d'accueillir aussi les journalistes de Médor pour présenter le projet dans leur salon à eux, auprès de leurs amis. Et donc, petit à petit, on a comme ça été quasiment une centaine de lieux, donc, chez les particuliers, et puis petit à petit, à force de se faire connaître dans des lieux culturels. Et donc, on avait l'occasion comme cela de parler à 10, puis 15, puis 20, puis 30 personnes, certaines salles réunissant 200 personnes, où on présentait le projet avant que le média ne soit déjà visible. Et ça, je pense que quand il y a un appel à l'épargne ou qu'une coopérative doit se lancer, surtout localement, je trouve que c'est un bon procédé. Bon, il faudra sortir de toutes ces mesures Covid qui nous empêchent de passer des moments ensemble, mais quand tout ça, si possible, pourra être derrière nous, nous, c'était de très bons moments et ça restera de bons souvenirs d'arriver comme ça chez les gens avec notre chaleur, notre convivialité, quelques petits trucs à boire et à manger et de présenter le projet face à des gens qui sont là pour écouter la présentation et on passait 1 heure ou 2 ensemble dans un cadre complètement informel et je pense qu'on a récolté beaucoup d'adhésion au projet sur cette première année où on est allé de salon en salon. Voilà. Donc, le côté porte-à-porte, ce ne sont pas forcément à considérer comme des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas forcément intrusif, ça peut être très bien perçu. Et voilà, construire un socle de soutien assez fort. Oui, c'est en fait l'idée d'ambassadeurs qui permettent, enfin, d'avoir des coopérateurs ambassadeurs qui permettent de grossir, etc. Et je vois qu'il y a Pauline qui vient. Oui, je viens faire la police. Il est l'heure de rejoindre la salle. Je suis désolée, je coupe un peu les conversations. Mais voilà, les autres sont déjà de retour. Donc voilà, ça va? J'arrête mon partage d'écran et donc vous retournez dans la salle. En bas à droite de votre écran, vous avez un bouton qui dit quitter la salle. Ne quittez pas la réunion, cliquez bien sur quitter la salle. Oui, bah nous, on fait comme ça aussi pour le moment, mais donc voilà.